Bah écoute, Aurélien, bienvenue dans l'Athletics Podcast. Je suis content de te Merci retrouver Lucas, aujourd'hui. moi aussi. Est-ce... Ouais, trop cool. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc je m'appelle Aurélien Marchesi, je suis prof à l'université donc Sorbonne Paris Nord dans la banlieue parisienne et je suis préparateur physique spécialisé football. Ok, top. Globalement, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes deux activités? Ouais. Comment pour toi elles se complètent? Est-ce que tu penses que l'université apporte au football? Est-ce que le football apporte à l'université? Comment tu vois les Alors choses? dans le sens du bassin de recrutement déjà ouais c'est intéressant parce que c'est souvent que je propose des étudiants qui ont un bon potentiel en foot ou qui sont pas comment dire licenciés dans un club. C'est souvent que je les propose aux coachs que je connais qui sont demandeurs. Et le foot et mon expertise dans la préparation physique football, bah, ça m'aide justement à mieux préparer les étudiants pour leurs compétitions universitaires, par exemple. Ok. Euh, Tu parles de préparation physique football. Moi, c'est un sport que je connais absolument pas. Je viens du rugby, je viens d'autres sports. Est-ce que Ok. tu peux nous expliquer globalement comment, en général, tu vois la préparation physique football, surtout en termes d'analyse de la tâche? Pour toi, Ok. qu'est-ce que c'est l'activité football? Alors, bah, on a longtemps pensé que le football c'est un sport aérobie, alors que bah, pas du tout en fait. J'aime bien la définition. Je sais plus quel auteur disait ça, mais en gros que c'est un sport anaérobie dans un contexte aérobie. Et je trouve ça Ok. intéressant parce que c'est vrai que c'est une répétition d'efforts intenses, intermittents, parce que on sait il y a beaucoup de marches dans un match de foot. Très peu de ballons touchés. Le joueur en général touche à peu près 2 minutes le ballon dans un match, donc sur 90 voire 95 minutes, c'est vraiment pas beaucoup. Et donc bah, ça implique forcément au niveau de l'analyse de la tâche bah, des efforts répétés, des efforts à très haute intensité répétés, du sprint, des efforts en puissance aérobie, des efforts d'explosivité, des efforts voilà, de récupération aussi, hein. Et puis des efforts de force en termes de tout ce qui est foulée, tout ce qui est changement de direction, jeu aérien, etc. Et puis lutte contre l'adversaire aussi. Ok. Ça Voilà. fait un panel de qualité qui est gigantesque. Ouais, c'est sûr. Toi, quand tu prends un joueur qui vient te voir en te disant bah, let's go, on fait de la préparation physique ensemble, ou même que Mhm. tu interviens peut-être dans un club, comment est-ce que tu abordes la chose? Est-ce que tu fais des tests? Est-ce que tu vas les questionner? Comment est-ce que tu vois les choses, toi? Alors déjà, bah, tout dépend du niveau et de la personne que j'ai en face de moi. Si c'est par exemple un joueur professionnel, bah, je peux avoir accès à pas mal de vidéos sur lui en match, etc. Donc c'est intéressant parce que j'ai déjà un peu plus de renseignements sur lui, sur ce qu'on peut travailler. Ok? Après, je pars aussi de son ressenti. Tout simplement, si le joueur arrive et me dit j'ai du mal à répéter les efforts, bah, je vais lui orienter vers une méthode particulière. Je suis assez essoufflé voilà, quand je fais un effort intense. Je manque de puissance dans ma frappe, je saute pas assez haut, etc. Le jeu de la tête est réduit. Donc tous les éléments que lui va me donner vont être un point de départ sur justement la base de ma préparation physique que je vais faire avec lui. Ok. Est-ce que t'as une batterie de tests spécifique, ou est-ce que tu vas plus en fonction de la problématique du joueur? Comment tu... Alors bon bah le classique test VMA intermittent, je préfère celui le 30-15 IFT si ça te parle. Ouais, Je sais de pas si en bûchette? rugby vous l'utilisez. Voilà, de Buchette, voilà. Ouais. Je sais pas si en rugby vous l'utilisez d'ailleurs. Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Dépend Euh, on a une, on a une, on a une réflexion qui est différente. On peut l'utiliser, Ouais, mais sachant que le rugby, ok, c'est un sport aérobie, mais plus ça va, plus le rugby professionnel s'oriente vers un sport de vitesse. bien sûr. Et on a quand même 40 joueurs souvent, voire des fois Ouais. plus. Euh, voilà, on prépare des tests comme le Bronco Ouais, je test connais. par Mhm. exemple, qui des Ouais, c'est fois vrai. sont plus courts, plus faciles à mettre en place, et qui sont un gain de temps. Ou dans le professionnalisme, nous on court après le Ouais. temps. Ouais, Voilà. toujours, ça c'est sûr.
Voilà. Donc, bah, si tu veux, ce test-là, moi, c'est un peu mon test de référence en termes d'effort aérobie. Après, je fais des tests d'agilité, comme le T-test par exemple, qui est facile à Hmm. mettre en place. Ok. Du profil force-vitesse, Ok. si c'est nécessaire. Hein. Je vais pas, j'aime pas tester pour tester, si tu veux. Si je teste, c'est pour avoir Ok. quelque chose derrière, quoi. Et du coup, Et en ouais. termes de profil force-vitesse, tu testes un profil force-vitesse du coup sur les variantes verticales ou les variantes horizontales? Les Alors, deux? Comment tu vois les choses? si je peux, je fais les deux, mais encore une fois, ça part de l'anamnèse, hein, du profil du joueur. Si le joueur, par exemple, c'est un gardien de but et qui me dit mon jeu aérien est un petit peu limité, j'ai du mal à aller chercher les ballons en l'air, ou si c'est un avant-centre et qui me dit la même chose, j'ai du mal à prendre le dessus au niveau de la tête, bah, ce sera plus une dominante verticale. Si au contraire c'est quelqu'un qui a du mal à exploser sur les premiers appuis, bah là je vais avoir plus une dominante horizontale. Ok. Et du coup, tu utilises plutôt en termes de matériel, tu es plus sur des encodeurs linéaires, du J'ai- MyJump par exemple? Qu'est-ce que tu Ouais, utilises? plutôt my jump. Là j'ai pas encore testé avec des plaques de force, etc. Parce que j'avais pas accès à ce matériel-là, tout simplement. Maintenant, my jump, je trouve que ça fait très bien l'affaire. Et Hmm. bon, le souci c'est qu'il vaut mieux, je pense, être au moins deux, surtout si tu as un groupe. Parce que ça prend du temps de mesurer, prendre des mesures, filmer, etc. Ça prend un Hmm. peu de temps, mais je trouve que c'est très bien fait. Ok. Est-ce que tu l'utilises plus pour donner un marqueur au joueur de sa progression ou plus pour vraiment toi voir où est-ce qu'il en est et vraiment axer le travail force et vitesse? Bah, c'est un peu Euh, des deux. C'est un peu des deux si tu veux. Bah, souvent les joueurs, ils aiment bien se confronter, donc ils ont le côté compétitif en eux. Et d'ailleurs c'est bien. Donc ils se disent bon bah voilà, moi j'ai fait combien ce test-là et à 20 kilos j'étais à combien et lui ou elle il était à combien. Donc ça c'est un truc qui est motivant, qui est intéressant et que je mets dans leur fiche pour statuer le point de départ. Après moi évidemment ça me donne des orientations de travail en fonction de l'interprétation. Et ok. puis évidemment bah je peux si je refais un test au bout d'un certain temps puis je compare par rapport aux données de base. Tu parles d'une fiche de départ, tu leur donnes une fiche au départ, qu'est-ce que c'est exactement? En général, je fais assez simple parce que souvent, eux, ils veulent un truc très concret, très simple. Donc, je leur donne tout simplement, bah voilà, je leur montre le graphique et je leur dis, bah tu vois, là, tu as peut-être plus besoin de force ou tu as peut-être plus besoin de vitesse. Et du Ok. coup, on va orienter le travail. Parce que j'aime bien être un peu, c'est peut-être mon côté prof ça, j'aime bien être assez pédagogique, leur expliquer pourquoi ils le font, pourquoi je propose telle méthode et dans quel but. Et souvent, comme j'ai beaucoup bossé dans le foot féminin, souvent, c'est pas, j'espère que je vais pas me faire avoir par les associations féministes, mais les filles ont beaucoup plus besoin de comprendre pourquoi elles font avant de s'engager. Et l'intention qu'elles mettent après dans les mouvements est plus, comment dire, qualitative. Ok. On a de Ça, c'est meilleurs un résultats. sujet enfin, qui est intéressant. En termes de coaching, par exemple, les filles, par exemple, ont un fonctionnement hormonal qui est différent, un cycle Tout à fait, ouais. menstruel. Quelle Bien sûr. différence tu fais, toi, dans ton coaching entre des garçons et les filles? Bah, déjà, tu as donné un bon élément de réponse. C'est sûr que le cycle menstruel, c'est un point de vue, c'est un point de départ qui doit être pris en compte. Alors, malheureusement, quand c'est en coaching de groupe, c'est pas toujours facile. Après, il y a une certaine pudeur. Pour moi, il faut que ça passe par le staff médical d'abord, et Ok. puis que les infos soient relayées après au sein de la cellule performance. Et après, quand c'est en privé, bon, c'est un petit peu plus simple si la personne est d'accord, parce il peut y avoir des grosses complications. Par exemple, j'ai une joueuse qui souffrait d'endométriose, donc du coup, ça lui donnait des règles très très douloureuses, et c'est un élément évidemment à prendre en compte. Ok. Si tu veux, j'aime bien prendre voilà, l'individu globalement dans son ensemble, tu vois, avoir une vision assez holistique de l'athlète. Ok.
Deuxième chose, donc je reprends un peu ce que je te disais avant. C'est vrai que la grosse différence que j'ai remarqué en ayant travaillé avec des hommes et des femmes, c'est que, bah, je le répète un peu, hein, mais les femmes ont beaucoup besoin, tu vois, de comprendre la tâche, dans quel but on le faisait, pour s'engager. Et pour Ok. donner une petite anecdote, si tu veux, la première saison que j'ai fait en Ligue 1 féminine, j'avais quelques joueuses TAPS qui étaient dans l'effectif. Et du coup, donc qui étaient en double projet, joueuse pro plus études. Et si tu veux, bah, beaucoup me demandaient, ouais, mais pourquoi on fait ça? Et pourquoi tant de minutes? Et pourquoi on fait en aller-retour? Et pourquoi on fait machin? Alors au début, c'était un peu perturbé parce que je venais du foot masculin, pardon. Et les gars, en général, tu leur dis, bon bah tiens, tu fais, je sais pas, du 5-25 avec un tel changement de direction, etc. Bon, hop, ils se posent pas la question. Alors que les filles, elles se posent plus ces questions. C'est juste un moyen pédagogique différent. Enfin, c'est intéressant. Ça te permet de faire le lien théorie-pratique plus facilement, je trouve. Ok. Est-ce que du coup, quand tu retravailles avec des garçons, t'es toujours dans l'explication ou est-ce que tu gardes moins de détails? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je crois que j'ai gardé un peu ce côté, j'explique, je suis un peu plus pédagogue peut-être, parce que déjà je pense que c'est un gage aussi de sérieux, parce que tu t'assois un petit peu ton savoir-faire, on va dire, c'est-à-dire que tu leur donnes complètement le pourquoi du comment. Et je pense que dans la démarche de l'athlète après, de savoir, bah, ah bah là aujourd'hui j'ai fait ça, donc ça va amener tels effets sur mon corps, sur mes performances, je pense qu'après, bah, ils se représentent plus la chose. Pour leur culture, c'est bien aussi, je pense. Tout à l'heure, tu parlais des structures football. Tu as Mhm. parlé de staff médical, de cellules performance, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, par exemple, l'endroit où tu travailles actuellement ou les endroits dans lesquels tu as travaillé sont construits globalement en termes de performance? Alors, dans l'idéal, à la formation que j'ai eue, le master que j'ai passé par exemple, qui est très axé là-dessus, sur la création d'une cellule performance, pour moi, c'est d'avoir justement un staff, alors plus ou moins élargi en fonction du niveau auquel tu joues, enfin auquel tu travailles, et puis aussi le nombre de staff que tu as à ta disposition. Je pense que c'est intéressant d'avoir, par exemple, au, au tout début, un data analyst au sommet du truc, qui va te donner bah, toutes les infos qui ont été récoltées. Donc, par exemple, le RPE, donc sur la quantification subjective pardon, de l'entraînement, les liens avec les GPS. La saison passée, par exemple, j'ai travaillé avec justement un data analyst qui faisait une expérimentation sur des crampons connectés, donc on reviendra après si tu veux, pour pas que je déborde un peu du sujet. Yes. Après, il y a la problématique médicale, donc est-ce que les joueuses sont toutes en forme, toutes aptes à subir entre guillemets la charge d'entraînement qu'on va leur proposer. Et puis après, bah, je pense que le spécialiste performance, il a à combiner toutes ces infos-là pour donner un rapport au staff technique, donc surtout l'entraîneur et son adjoint, pour orienter le contenu en fonction de ça. Ouais. Euh, Comment tu fais du coup? Parce que des fois, je sais que quand on donne des données comme ça aux entraîneurs, Mhm. ça peut paraître un peu flou, des Ouais. fois. Comment tu fais, toi, enfin en tout cas moi je sais que j'ai besoin de les éduquer, comment tu fais pour éduquer le staff avec lequel tu travailles? Alors, Comment bah, tu arrives à gérer ça? encore une fois, hein, le côté prof ressort, je pense. Si tu veux, j'essaye de faire des choses très très simples. Non pas parce que je les dévalorise ou quoi que ce soit, hein, loin de là, mais c'est surtout pour que, limite, une personne qui connaît rien du tout à ce domaine-là, à tout ce qui est data, tout ce qui est données GPS en gros, bah, puisse comprendre et puisse dire ah bah d'accord, tu as identifié ça, donc on va proposer ça. C'est un exemple concret, par exemple, si tu vois qu'il y a eu beaucoup de courses à haute intensité et que tu corrèles ça au RPE, que la joueuse ou le joueur est dans une période qui est un petit peu difficile, il a une cotation assez élevée, et ben voilà,
Tu peux leur, proposer au coach, bon bah voilà, peut-être que ce jour-là, on va lui proposer un volume un petit peu réduit, on va garder l'intensité, et puis on va voir comment il réagit. Est-ce qu'il est capable de faire sur, je sais pas, 4 séquences de jeu réduit, par exemple? Est-ce qu'il en fait que 3? Est-ce qu'on le met en joker sur la quatrième? Est-ce qu'il fait un travail à côté différent? Tu vois, c'est aussi un dialogue, hein. Moi, je parle pas du principe où, voilà, moi je suis spécialiste performance, je t'impose ça, si tu le fais pas, on court à la catastrophe. C'est, je pense il y a de la négociation à avoir, du dialogue, et c'est comme ça que fonctionne normalement une cellule performance. C'est marrant ce que tu dis sur le RPE, parce que moi c'était Mhm. un indicateur que j'utilisais régulièrement, par exemple en suivi individuel, Ouais, mais dès que j'arrive sur du collectif, je sais que le RPE c'est très subjectif et ouais. voir ce qui est juste et pas juste quand t'as... Alors peut-être qu'au football vous êtes moins, donc c'est peut-être plus facile, mais Mhm. quand moi j'ai 40 rugbyman qui me répondent à un questionnaire RPE tous les jours, Ouais. c'est beaucoup plus complexe de les éduquer là-dessus. Donc, en tout cas, personnellement, j'ai fait le choix d'utiliser uniquement les GPS, mais par contre Ouais. de garder des questionnaires des dates-formes le matin. Qu'est-ce que D'accord. t'en Ouais, penses de ouais. ça, toi? Bah, je pense que c'est une super solution. C'est vrai que j'ai été confronté aussi au fait que bah, les joueurs ou joueuses partent de la séance et puis des fois oublient de remplir le RPE. Alors toi, c'est embêtant pour toi parce que tu n'as pas les données. Il y en a qui ne se sentaient pas concernés non plus, donc ça c'est compliqué aussi. Maintenant, le questionnaire d'état de forme le matin avant la séance, je trouve que c'est une super solution parce que bah, tu as l'état actuel de la joueuse ou du joueur sur le moment et sur la journée même. Donc tu peux réguler presque en temps réel, quoi. Ok. Est-ce que du coup, dans ton coaching, on sait qu'il y a plein d'outils nouveaux, enfin, de la nouvelle technologie qui arrive, Mhm. comme par exemple des sociétés comme MyCoach. J'ai pas de partenaire Ouais, là-bas, mais est-ce que tu ouais. l'utilises ou est-ce que tu fais toujours ça sur Excel pour avoir une simulation des données? Comment tu fais? Alors, si tu veux, j'avais un partenariat avec OptiTrainer, qui est un logiciel, une application classique de gestion de l'entraînement. Donc, où tu as tous les questionnaires qui sont assez classiques, mais c'est, je pense, similaire à MyCoach, hein. Comme il y a quand même un bon nombre d'applications qui ont vu le jour récemment sur ça. Donc, j'ai utilisé celle-là parce que justement, j'avais un deal avec eux. Mais sinon la plupart sont très bien faites, hein. Ok, d'accord. Écoute, super intéressant. On peut peut-être changer un petit peu de sujet sur Ouais, ton côté pro. ok, Comment aujourd'hui tu organises les choses et comment tu vois les choses pour la suite, du coup, ok. personnellement. Alors si tu veux là, bon, ça fait un moment que je fais du suivi individuel pour des joueurs pro ou en centre de formation ou des joueurs qui tout simplement veulent optimiser leur performance pour être meilleurs sur le terrain et franchir des caps. Donc là, je vais me concentrer vraiment là-dessus parce que j'ai pas retrouvé d'offres de clubs qui étaient intéressantes. Et puis j'aime bien aussi aller assez loin dans l'optimisation, dans les détails. Et c'est des choses qui sont, je vais pas dire impossibles, mais difficiles quand tu es seul préparateur physique dans un club. À savoir l'individualisation vraiment très poussée. Donc si tu veux, en gros, je prends en charge des athlètes pour vraiment bah, aller voir tout ce que je peux optimiser chez eux pour qu'ils soient le plus performants possible. Est-ce que des fois tu penses pouvoir optimiser? Moi je sais que j'arrive jamais à être 100% dans l'optimisation. Je sais qu'il y a Mhm. toujours des détails. Est-ce que tu penses pouvoir y arriver avec certains athlètes des fois ou tu es toujours dans la remodification du plan d'entraînement, la remodification de certaines choses? Ouais, je suis toujours, on va dire, et je pense que c'est une qualité de se remettre en question, de remettre en question son travail. Je suis pas en train de me mettre des fleurs parce que je pense qu'on est un peu tous comme ça, hein. Hmm. Mais si tu veux, oui, je pense que c'est important d'avoir du recul sur ce qu'on propose. Et justement, ce serait illusoire, par exemple, de dire, bah tiens, on est en août, je te donne ton plan d'entraînement jusqu'à décembre, et puis en décembre, on se passe un coup de fil, et puis on voit quoi. L'individu évolue, l'athlète évolue, le contexte d'entraînement évolue, et tout ça fait que tu vas forcément avoir des régulations. Et c'est pour ça que ça me paraît vraiment illusoire d'avoir
des planifications qui, même des fois sur un mois, ça paraît des fois un peu trop long comme période. Du coup, enfin, si tu dis qu'un mois c'est un peu long, tous les Mhm. combien tu fais à peu près des points et dans tes points, qu'est-ce que tu vas essayer de chercher du coup? Alors, j'ai des feedbacks toutes les semaines avec les joueurs parce que déjà, c'est un suivi qui leur apporte aussi une présence. Tu vois, je pense que c'est pareil, hein, ce serait un petit peu illusoire que de dire bah, tous les mois on s'appelle, on se donne un coup de fil, tu vois. Je trouve que c'est pas un vrai suivi. Un vrai suivi pour moi, c'est même être présent quasiment quotidiennement, si tu veux. C'est-à-dire que je lui ai posé des questions sur bah voilà, quelle était la note de ta prestation. Tu vois, j'aime bien les faire s'auto-évaluer sur comment ils ont joué, sur tout ça. Et en fonction de ça aussi, je régule comment tu te sens, est-ce que tu es fatigué, etc. Alors, j'ai évidemment les RPE qui sont chiffrés, mais j'aime bien avoir un phrasé qui vocalise vraiment sur leur état du moment et sur leur état aussi, leur état d'esprit, leur motivation, sur tout un tas de choses. Ok, donc tu es sur la motivation, comment le plan d'entraînement se passe, Ouais. tout un tas de détails. Ouais, l'hygiène de vie aussi. L'hygiène de vie parce que comme j'ai actuellement là j'ai quatre joueurs qui sont en centre de formation, qui sont bah, assez jeunes, hein, qui sont de 2007, donc 16 ans. Donc je pense qu'il y a un gros levier à avoir sur justement le côté sommeil, le côté récupération, hein, avec un grand R, hein, sur l'alimentation, sur les sorties, sur le temps d'écran, sur tout un tas de choses. Et du coup, comment t'éduques là sur... bah, je vais te rejoindre hein, sur la Mhm, récupération, je suis 100% là-dessus et je pense que aujourd'hui, des fois certains clubs mettent énormément les moyens sur les moyens de gérer la charge d'entraînement, mhm, les moyens de développer ça, mais mettre un peu moins d'argent sur l'éducation à la nutrition. Il y a un facteur qu'on parle pas en ce moment, mais l'éducation au sommeil qui bien pour sûr, moi est primordial et je pense entièrement même d'accord, à plus de valeur ajoutée même que des fois la nutrition en termes d'ordre. bien Comment sûr. toi tu fais du coup pour les éduquer à ce niveau-là, et même toi aussi, parce que c'est quand même des sciences au niveau de la récupération du sommeil qui sont énormément étudiées aujourd'hui, qu'on Mhm, ne connaît pas encore tout là-dessus. Comment tu fais? Ma question va être complexe, mais va surtout aborder deux points. Le premier point, comment toi tu fais pour t'éduquer à ce niveau-là, au mhm, niveau de ces nouvelles choses, et comment tu fais pour garder ta formation un jour? mhm. Et le deuxième point, comment tu fais pour après le simplifier, parce que c'est des fois complexe le monde universitaire, et le transmettre à tes joueurs? Alors bah déjà perso, je suis toujours en quête de connaissances nouvelles, j'essaie d'optimiser mes connaissances, mes compétences quotidiennement. C'est-à-dire que je me fixe des objectifs par semaine, tu vois, d'avoir fini tel livre ou d'avoir lu tel podcast, etc. Sur différents médias, hein. J'ai fait pas mal de formations aussi, que ce soit en ligne ou en présentiel. Donc après, pour simplifier, par exemple, j'aime bien, bah, je fonctionne beaucoup avec des éléments connectés. J'ai une Bagura, tu vois, et une Apple Watch. Alors j'aime bien, si possible, quand la personne dort avec un petit bracelet connecté, hein, il y en a des très simples qui traquent le sommeil, bah, qu'elle me fasse le récapitulatif de son sommeil. C'est ce que j'ai fait l'année dernière avec une joueuse qui me donnait bah, toutes ces données wellness, on va dire. Et du coup, après, je lui disais, bah, tu vois, sur tes RPE et ton sommeil, bah, tu vois que c'est connecté. Tu vois, par exemple, là, tu t'es couché à minuit et demi, par exemple. Tu t'es réveillé à 7 heures. Le lendemain, tu as fait plutôt 23 heures et puis tu t'es réveillé aussi à 7 heures. J'essaye de leur donner des fréquences de sommeil qui soient un rythme de sommeil qui soit vraiment quasiment toujours le même, quoi. Et même le week-end. Parce que par exemple, il y a beaucoup il y a beaucoup d'idées reçues sur le sommeil, hein. Tu vois, surtout des jeunes qui vont se dire, bah voilà, tiens, oh, bah, là c'est le week-end, j'ai pas match, ou le match s'est passé, je vais pouvoir me coucher à 2 heures et puis me réveiller à midi, bah voilà, c'est bien, j'ai eu mes 10 heures de sommeil, tout va bien. Mais ça marche pas comme ça.
Et Et comment tu fais pour le réguler à ce timing-là, du coup? alors, Comment bah ça se passe? justement, bah, Ouais. des fois c'est compliqué parce que c'est vrai qu'après, tu vois, là, j'avais une joueuse canadienne par exemple l'année dernière et elle m'avait expliqué que avec le décalage horaire, bah, elle se couchait un petit peu plus tard parce que c'était le seul moment où elle pouvait communiquer avec sa famille et ses amis. Donc, est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on va privilégier? Son côté socio-affectif, on va dire, ou son côté récupération avec le sommeil? Bah, c'est essayer de voir un petit peu des deux, quoi. Un mi-chemin entre les deux. Et, euh, et voilà. Moi, je sais que j'avais utilisé une stratégie, en fait, c'était la récup, en fait, je la mettais dans la planification. Mhm. Et j'avais des thèmes. Par exemple, en septembre, mon objectif, c'était de les éduquer à fond sur le sommeil. Du Ok. coup, j'avais fait plein de petites cartes Ouais. en plastifié que j'affichais dans le club, partout. Mais c'était le thème sommeil. Donc, je parlais de rien d'autre. Je voulais que le sommeil rentre, par exemple, des bénéfices sur le sommeil, machin. C'est super. Octobre, nutrition. Tu vois, Mhm. et du coup, j'ai affiché des trucs sur la nutrition. Et j'avais des cycles, comme ça, par exemple, la nutrition, c'était même pas la nutrition en général, c'était par exemple un point de la nutrition. Tu vois, Ok. type, voilà, il faut, pour les rugbyman, on a quand même une prise de masse qui est assez intéressante et qui est un Ouais, peu bien sûr. obligatoire. Ouais. C'est un peu l'assurance vie. Moi, Ouais, c'est outre sûr. le côté performance, moi je l'appelle l'assurance vie qui te permet de C'est pas survivre bête, hein. à tous les contacts. Et du coup, je mettais par exemple à l'axe sur la consommation des protéines. Et du Mhm. coup, chaque semaine, j'avais un bénéfice et j'essayais de le planifier comme ça. Très bien. Euh, Bah, et je voulais revenir là-dessus sur le ouais, sommeil. En fait, si tu veux, une méthode simple que j'ai déjà mis en place, c'est de dormir avec une feuille de papier et de ouais, faire un suivi sur 15 jours. En gros, tu notes ton heure de coucher, ton heure de lever, et tu notes, tu mets un petit smiley ou une note, c'est encore mieux quand c'est chiffré, à côté. Et puis après, tu décales d'un quart d'heure, tu vois, à chaque fois. Et puis tu vois, bah tiens, je sais pas, j'ai fait 23 heures, 7 heures, là j'étais à 5 sur 10. Après j'ai fait 23 heures, 7 heures et quart, ah bah j'étais à 7 sur 10. Ou, tu vois, pour bien réguler ça, et comme ça tu calcules un peu mieux tes cycles de sommeil, et ça te permet d'être plus efficient. Parce que souvent, quand, bon, à moins de remplir des questionnaires wellness, évidemment, hein, mais tu as du mal à te rappeler si lundi soir tu as bien dormi alors qu'on est vendredi ou samedi, tu vois. C'est ouais. compliqué. Alors moi, ça me fait rire ce que tu dis parce que j'avais fait ça et j'avais rencontré un problème. Mhm. C'est que bah, certains rugbyman, malheureusement ou heureusement, aiment faire la fête. Ouais. Et en fait, je regardais les questionnaires et je me rendais compte qu'en fait, à tel timing, ils n'avaient pas du tout dormi. Et je me suis dit, les mecs ont des problèmes de sommeil. Donc, tu vois, sans Je forcément vois. poser la question, j'avais donné des questionnaires pour évaluer leur sommeil et du coup, réguler derrière. Et en Ok. fait, je me suis rendu compte que c'était juste qu'ils allaient la faire la fête avec les copains et que du coup, en fait, il n'y avait pas forcément de problème de Ouais. sommeil. C'était ça la Ça fête. déréglait tout, ouais. Ouais, c'est ça. C'est T'as ça. une bague Oura Ouais, au doigt. c'est ça. Moi, enfin, je vois ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et à quoi ça sert et comment ça Bah sert? ça, si tu veux, ça, bon, alors, j'ai toujours été à fond dans la technologie, donc je trouve que les data, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre vie et dans la performance. Cette bague-là, en fait, elle a plusieurs capteurs, un capteur, un thermomètre, si tu veux, tu as un accéléromètre, attends, je vais la montrer un peu plus près, etc. Et ça te permet de. Alors moi, j'ai acheté surtout pour le sommeil justement. En fait, tu as des scores, tu as trois scores. Tu as un score de sommeil, un score d'activité et un score de préparation qui fait un petit peu le mix des deux autres. Et en gros, si tu veux, le matin, tu as un rapport que tu peux avoir aussi hebdomadaire et puis mensuel sur bah, comment tu as dormi, est-ce que tu as un temps de sommeil profond suffisant. Ça te fait comment dire, des courbes et te conseils sur ce que tu devrais faire, ce que tu devrais plutôt euh, éviter, on va dire, en termes d'activité, en termes de beaucoup de choses. Alors, j'ai quand même un bémol sur ce type de suivi qui est assez poussé. C'est que quand tu reçois justement ton rapport de la nuit, tu vois que tu n'as pas bien dormi, est-ce que psychologiquement ça t'affecte? Est-ce que tu te dis, oh là là,
je vais peut-être y aller mollo sur l'entraînement parce que je risque peut-être de me blesser, parce que j'ai pas bien récupéré, ou etc. Donc je pense il faut avoir aussi l'expérience et le recul sur ces données-là pour agir en conséquence. Ouais. Moi, ce que je trouvais intéressant, alors parce que j'ai quand même testé pas mal de choses pour évaluer le sommeil, etc. Et Mhm. ce que je trouvais intéressant avec cette bague, c'est que c'était le moins encombrant. Ouais, Dans le sens qu'il y a des masques de sommeil, des casques de sommeil, et moi j'avais, soit moi, soit mes athlètes, tu sais que pendant la nuit, t'en as ras-le-bol de ce truc, tu le ouais, vires quoi. c'est sûr. Ou il part tout Euh, seul. ouais, où il part tout seul. Alors que la bague, généralement, bon, les premières nuits, il y a une petite habituation, Ouais, c'est ça. mais généralement, ça part très vite. Tout à l'heure, tu nous parlais de tes lectures. C'est quoi Mhm. les dernières lectures les plus intéressantes que tu as faites? Parce que si c'est le dernier livre était inintéressant, pas besoin, mais si tu en as lu des cool, je serais curieux de savoir ça. Alors, bah, moi, j'adore tout ce qui est respiration. Tu Ok, vois, je l'ai vraiment intégré dans mes planifications d'entraînement, dans les routines que je donne à mes athlètes. Et alors souvent, je relis beaucoup The Oxygen Advantage de Patrick McKeown, ok, qui est un super bouquin là-dessus, qui t'apprend pas mal de choses sur la tolérance au CO2, par exemple, dioxyde de carbone, sur tout un tas de trucs, sur les blocages respiratoires, les effets sur la performance, etc. Donc ça, c'est un livre je lis, relis, etc. Il y a un livre que j'ai lu récemment que je trouve super. C'est. Attends, faut pas que j'oublie le nom. Euh, Ah non, là, c'est honteux. C'est François Ducasse. C'est sur l'aspect mental de la performance. yes. Il faudra que je te redise. Et c'est pas très grave. Et du coup, il parle de quoi ce livre globalement? Qu'est-ce que Alors, tu as retenu? en gros, c'est tout simplement, c'est l'aspect justement préparation. Alors, j'aime pas trop le terme de préparation mentale parce que pour moi, préparateur mental, ça implique que tu prépares une personne, un petit peu comme une recette de cuisine, et puis tu as ce résultat à la fin, tu vois. Et c'est pareil que le préparateur physique. Pour moi, je pense que on est plus des accompagnateurs. On accompagne vers quelque chose qu'on veut, mais bon, c'est un peu d'abus de langage peut-être, mais voilà, le terme de préparation, il est un peu biaisé, je trouve. Donc en gros, c'est un ouvrage qui est vachement intéressant sur justement le fait que comment se préparent les champions. Enfin, tu vois, j'utilise le terme, mais quelle stratégie j'utilise au niveau mental pour performer. Ok, super Voilà. intéressant. Champion T'en dans la avais tête. Excuse-moi, champion dans la tête. champion dans la tête. Voilà. Ok. T'en as d'autres ou pas d'autres bouquins qui t'ont marqué? Qui m'ont marqué. Alors, qui m'a marqué. Alors, peut-être pas forcément récemment. J'ai adoré Triphasic Training de Carl Ok, Dietz, ok. qui est super poussé, super pointu sur la contraction musculaire, les différentes phases, etc. Celui-là, j'ai vraiment adoré. Tu peux nous le résumer en quelques phrases globalement? Ouais, bah en gros, si bon, alors là ça va être assez classique ce que je vais dire, mais il y a trois phases de contraction, enfin excentrique, isométrique et concentrique. Et l'auteur il explique justement que en faisant un focus sur une phase particulière à un tel moment donné, ben, on va optimiser les deux autres. Et puis au niveau des effets de retardé de l'entraînement aussi, ça m'a bien ouvert l'esprit, à savoir le fait de planifier dans certains les blocs, c'est une planification ondulatoire, hein. Les blocs dans un certain ordre, bah, ce que tu as fait de la semaine 1 à 3, ça va bénéficier à la semaine 4 à 6 par exemple, etc. Et éviter le désentraînement. Et puis aussi, ça m'a bien aidé à structurer mes séances aussi, parce qu'au niveau du stress que tu vas donner, tel type de stress que tu vas donner à ton athlète dans une séance, tu vois, je vois beaucoup de coachs, par exemple, bah, c'est beaucoup dans le CrossFit, après ils ont des problématiques particulières, mais où tu vas avoir une partie force maximale, par exemple, une partie conditionnement métabolique, donc où tu vas avoir beaucoup de cardio, et une autre partie plus travail accessoire, etc. Et, euh, et je rejoins un petit peu le point de vue de l'auteur Kalditz, qui dit que, en gros, si tu donnes un seul stress à l'organisme, tu es plus efficient. C'est-à-dire si tu lui donnes juste de la force maximale, mais toute la séance, bah, l'organisme, il sait
qui va se préparer à ça. Alors que si tu lui donnes un peu de force maximale, un peu d'hypertrophie, puis après un travail d'endurance locale, bon, il est un peu perdu, quoi. Je trouve que c'est un truc qui est souvent confondu entre training et testing. Et des Mhm. fois parce que c'est commercial et parce que tu vois les gens ils viennent se défouler dans les salles de CrossFit, hein, je critique pas le CrossFit, Ouais, bien mais, sûr. mais ils vont plus être sur des WOD toute la semaine et ils vont un peu faire ce que j'appelle une ratatouille Ouais. et du coup pas forcément être focus sur une seule qualité. Je trouve ça intéressant quand tu viens uniquement pour te défouler et que tu as 3 entraînements semaine. Mhm. Mais si tu Oui, c'est commences à en sûr. faire plus sur des sportifs, etc., ça devient très très compliqué. Euh, Qu'est-ce que tu... Enfin, moi je sais que j'utilise jamais les périodisations linéaires. Ouais. Toi, comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que tu utilises de l'ondulatoire, du linéaire? Comment... Bah, plutôt de l'ondulatoire aussi. Surtout que, bah, je reprends par rapport au foot. On a une semaine, en fait, on a toujours récupération, acquisition, on va dire, et affûtage. Dans la semaine, avec vu que, bon, en rugby, je pense que c'est à peu près pareil. Vu qu'on a match pratiquement tous les week-ends, bah, t'es quasiment obligé tout le temps de faire attention justement aux efforts que tu proposes. Et les échéances régulières font que tu dois avoir un regard évidemment porté sur la charge d'entraînement et les conséquences de cette charge par rapport au match du week-end qui arrive ou celui d'avant. Donc, bah oui, c'est très ondulatoire dans le sens où tu vas pas proposer la même chose à J plus 2 ou à J-3 ou J-4 par exemple. Alors, je sais pas si c'est pareil dans le rugby parce que on est quand même un sport à gros gros risque. Alors, Mhm. chez les jeunes, oui, on prend le risque, c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas énormément de conséquences économiques derrière. Ouais, Mais je sais que plus on s'oriente vers des catégories où l'enjeu économique est plus grand, moins on fait de contact à la semaine. Et du rugby sans contact, ça veut dire aussi moins de vitesse, plus de mhm, compréhension technico-tactique, et bien donc sûr. beaucoup moins de charge de travail. Donc je pense qu'on a un peu plus cette possibilité de développer la force, même tous ces cycles-là pendant la saison, à Mhm. condition que ça soit éloigné du match. Mais, Ouais, c'est sûr. euh, mais je connais certains joueurs, que je connais pas personnellement, mais comme Mathieu Bastaro qui tous les matins est à la musculation, tu vois, et est Ouais. capable d'enchaîner des séances de muscu tous les jours, même les jours Mhm. de match. Euh, enfin, je pense que ça a mené avec réflexion parce que tu vois, par exemple, il y avait j'avais, je sais pas, un des bouquins qui est super intéressant qui s'appelle The Quadrant System, Ok. euh, qui a été implémenté, je sais pas si tu vois lequel c'est, qui a été J'ai déjà implémenté, entendu, mais j'ai jamais lu. ouais, qui a été implémenté dans la NBA Ok. et qui lui, vu qu'ils ont match presque Ouais. tous les 3 jours, tous Ouais, c'est les deux ça. trois jours, Mm. en fait, implémentent leur séance de préparation physique et de force post-match. Ce qui fait Ouais, qu'en j'ai gros, déjà vu ça. ouais, et je trouvais l'idée pas trop mauvaise. Je pense que Moi, c'était à réfléchir. ah ouais, je trouve que c'est super intéressant d'ailleurs. Comme aussi le fait de mettre du priming, tu vois, des séances avant match par exemple, ou alors quand c'est possible évidemment, hein, ou des séances, tu vois, j'aime bien utiliser l'isométrie, pas très loin du match, parce que tu as évidemment beaucoup moins de dommages musculaires. Et c'est une manière d'augmenter un petit peu enfin d'optimiser la charge d'entraînement sans avoir beaucoup de conséquences. Ah, je me souviens j'avais lu quelques papiers, alors je l'ai jamais testé, mais sur Mhm, le fait que faire un squat à 90% de ton RM en top mhm. 7 pouvait Ouais, augmenter ta potentiation de sprint pendant plus d'une demi-heure. ouais, 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 Bon, avec le matériel, les contraintes, je me suis jamais amusé à mettre un c'est rack à ça. squat à côté du bord du Ouais, terrain, c'est mais je sûr. pense que si un jour il n'y a pas trop d'enjeux économiques, je serais capable Ouais, de le tester. c'est à tester, c'est sûr, c'est sûr. Dans tes séances de priming, tu parles des séances de priming, qu'est-ce que tu ranges là-dedans dans les séances de priming? Qu'est-ce que tu mettrais Bah, globalement en dehors de l'isométrie, si tu peux avoir plus de détails? ouais, en gros, si tu veux, bah, c'est surtout, ouais, comme tu l'as dit, hein, de la potentiation. Donc, moi, j'aime bien justement, voilà, mettre de l'isométrie, tu sais, overcoming, où tu viens pousser contre une charge, contre une résistance immobile. Parce que déjà tu as moins de composantes excentriques par rapport à l'isométrie yielding. Donc bah, on sait que l'excentrique ça peut provoquer un peu plus de dégâts musculaires. Donc j'aime bien donner ce côté-là, parce qu'en plus en fonction des angulations que tu vas utiliser, bah, ça permet tu vois,
de mettre en chauffe le système nerveux, on va dire. Donc j'aime bien tout ce qui est choses comme ça, des projections, du balistique aussi. Projection de medicine ball, des choses comme ça, voilà. La vitesse assistée, je parle surtout pour, par exemple, du travail, tu sais, avec élastique, où tu viens te délester en fait. Parce que là encore, tu as une potentiation au niveau système nerveux et qui est intéressante. Et en plus, c'est assez fun à mettre en place. Je sais que moi sur l'isométrie, j'utilise beaucoup, je focus mon travail principalement sur les hanches et les épaules avant match. Est-ce que tu fais la Mhm. même chose ou est-ce que Alors, tu travailles l'ensemble? épaules, beaucoup moins parce que c'est moins sollicité que vous, j'imagine, en foot. Ouais. Voilà. Donc, après, par contre, je le fais pour les gardiennes et les joueuses qui vont être, surtout les joueuses latérales qui vont faire les touches. Tu vois, j'avais mis en fil rouge de la saison un système de développement un peu de la force explosive et de la force vitesse pour justement avoir un impact sur les relances à la main pour les gardiennes et sur les longues touches pour les joueuses latérales. Et ça a bien marché ça. Ok. Après, évidemment, focus sur la hanche ou sur la cheville, euh, sur, euh, sur les autres joueuses et les joueuses aussi étaient concernées, hein, celles que je t'ai dit pour le travail du haut du corps. Ok, top. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié le podcast, mais Merci avant de Lucas, merci. terminer, Dis-moi. je pose souvent une dernière question Ouais. où je demande trois mots, trois conseils que tu pourrais donner soit à des coachs, des préparateurs physiques. Je sais qu'il y a certains doctorants qui nous écoutent, des Mhm. athlètes. Trois conseils qui, toi, te paraissent pertinents pour te développer, que ce soit en tant qu'être humain, sportif, peu importe. Qu'est-ce que tu donnerais comme trois conseils? Alors, trois conseils, alors c'est intéressant. Alors, le premier, je dirais l'écoute de l'athlète, l'écoute du public qu'on a à notre charge. Parce Ok. que ça, c'est primordial, partir de la base. Je vais pas te proposer à toi ce que je vais proposer à quelqu'un d'autre. Ça, c'est voilà, c'est singulier, c'est là où l'individualisation est intéressante. La progressivité dans ce qu'on propose, parce que bien souvent, on voit, j'ai déjà vu dans le monde amateur des coachs, première séance, hop, allez, vous me faites un sprint sur 25-30 mètres, vous allez à fond, ok, donc c'est assez chaud, Tu voilà, trembles? voilà. Et troisième conseil, alors là, ça s'adresse surtout, alors aussi bien aux coachs qu'aux prépa physiques, qu'aux athlètes aussi. C'est toujours être dans la recherche d'optimisation de ses connaissances, de ses compétences, de son savoir-faire, de tous ses skills en fait. Où je pense que on peut pas se contenter, surtout avec les moyens qu'on a maintenant pour se documenter, de rester sur ses acquis et de ne pas aller plus loin que ce qu'on a appris à la fac par exemple. Ok. Comment tu parles de l'optimisation? Mhm. Comment tu fais pour trier l'applicable au terrain et le théorique pur? Comment tu fais pour trier ce qui rentre dans ton système? Alors, bonne question. En gros, si tu veux j'essaye déjà de simplifier ce que je vois sur un livre ou sur un podcast ou quoi que ce soit, parce que je sais que déjà si tu parles, si tu dis tiens on va faire un profil force vitesse aujourd'hui, le joueur ou la joueuse elle va te regarder, C'est si elle n'est quoi? pas documentée, voilà, elle va pas savoir ce que c'est. Donc en gros, expliquer avec des termes vraiment simples. Je pense que encore une fois, la pédagogie, c'est être capable de transmettre un savoir adapté à la personne à laquelle tu la transmets. C'est sûr qu'avec le doctorant avec qui j'ai bossé cette année là, de data analyst, j'avais des conversations qui étaient peut-être beaucoup plus poussées que si je l'avais avec une jeune joueuse qui débarquait dans le monde pro en fait. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, très, très, très bien. Ok, Merci. Merci beaucoup. merci à Est-ce que tu toi. as un dernier truc à rajouter avant la fin de ce podcast? Eh ben écoute, si jamais il y a des joueurs ou des joueuses qui sont motivés pour entrer dans mon système d'optimisation de la Let's go. performance, qui n'hésitent pas à me contacter. Et je te remercie Yes. beaucoup Lucas pour ton temps et puis
ta confiance aussi et continue à faire ce que tu fais parce que j'ai écouté tes podcasts et c'est très riche en connaissances et en réflexion. Donc c'est Merci, très bien. c'est gentil. Je mettrai Je t'en prie. ton Instagram dans la description, donc ceux qui sont intéressés pourront directement aller Avec là-bas plaisir. s'ils sont intéressés. Voilà, Super. bah écoute, salut, et puis bah à Salut bientôt. Lucas, merci beaucoup. Ciao. Ciao.